Bonne fin de semaine, très chers compatriotes gabonais. Dans ce dimanche référendaire, je voudrais interpeller un certain nombre d'acteurs politiques. Mon frère Ovone Mezui, communément appelé Petit Koli, Wilfried Okumba Kamitatou, l'aîné d'Andjougou, Son Excellence Alain-Claude Biebinze, Raymond Donsima et l'ensemble d'autres acteurs politiques étatiques. Je commencerai ce direct par une remarque. Une remarque des partisans du oui référendaire, ainsi que les partisans du non référendaire. On voit sillonner les gens dans les villes et villages avec des t-shirts arborés à la gloire de certaines associations, mais il n'y a personne parmi ces gens-là qui a la Constitution. C'est incroyable, c'est impensable. J'ai un oui référendaire, j'ai une casquette oui référendaire, et je vais auprès des populations, je leur dis de voter oui, mais il n'y a pas le support juridique pour convaincre ces populations de voter oui. J'ai un t-shirt établi non au référendum, j'ai la casquette non au référendum, mais je n'ai aucun support constitutionnel pour aller convaincre les gens. Je prends quelques 2 ou 3 articles qui m'arrangent, et c'est à travers ces 3-4 articles qui m'arrangent que je porte ma communication. Et dès qu'il y a un contradicteur qui me sort un autre article constitutionnel que je n'ai pas lu, le débat est clos. C'est impensable. 173 articles qu'on ne peut pas faire en dupliant, distribuer aux populations, pour que les populations puissent véritablement s'imprégner de ce que dit la Constitution. Et je vais plus loin. J'ai même vu une communication, je ne sais pas si c'est un fake news, ou bien, comment dire ça, ou bien une entourloupe, où je vois le monseigneur Ibaba, qui demande aux populations de voter non. J'espère que c'est une farce. Parce que nous connaissons le rôle que le monseigneur a joué dès le début de cette transition. Nous connaissons le rôle que le clergé a joué dans l'élaboration de cette même constitution. Mais les gens ont des positions assez ambivalentes. Et là, je vois le premier ministre chef du gouvernement, qui est le porteur, d'ailleurs, de cette campagne nationale du oui référendaire. Mais je vois vraiment des positions tartuffaires, des positions hypocrites, des positions démagogiques, la démagogie politique. Et ces positions sont d'autant plus virulentes qu'il y a un certain cynisme dans ces acteurs politiques, un certain machiavélisme politique à fleur de peau, parce que les gens n'ont pas le courage de dire la vérité. Et c'est vraiment dommage et regrettable. C'est une véritable occasion manquée pour la construction de notre édifice commun. Et c'est regrettable. Lorsque il y a eu le référendum de 1958, ce référendum de 1958 consistait à quoi? Et ce référendum s'est terminé comment? Tous les peuples africains aspiraient à la lutte contre l'impérialisme. Tous les peuples africains aspiraient à la lutte contre un certain néocolonialisme. Et les Africains se sont battus.
avec le minimum qu'ils avaient contre l'impérialisme occidentalisé. Et cette bataille-là, entraînée en 1960, c'est selon à ce qu'on appelait les vagues de décolonisation. La décolonisation. La décolonisation n'a rien à voir avec la colonisation. La colonisation et la décolonisation. On a décolonisé, pourquoi? Parce que les Africains voulaient avoir une certaine liberté. Une liberté de gestion de leurs ressources, une liberté de gestion de leur système étatique. Les Africains ont pu s'affranchir du néocolonialisme. Un néocolonialisme qu'ils ont trouvé assez excessif, qui leur empêchait de pouvoir éclore leur génie, de pouvoir développer leurs différents États. En 1960. En 1960, qui est la vague de décolonisation, une période phare depuis 1958 en 1960, qui est une période phare, une période qui a entraîné la rupture entre un ordre ancien, caractérisé par une espèce d'esclavage de ces États, par la tutelle de la France métropolitaine et d'autres négriers occidentaux de 1960, où nous avons reçu notre autodétermination, le principe des droits du peuple à disposer d'eux-mêmes, le principe de la souveraineté des États, la souveraineté des États. Et il faut que vous le sachiez qu'il n'y a pas de souveraineté au-dessus d'une autre souveraineté. Non. La souveraineté de l'État américain n'est pas supérieure à la souveraineté des États, de l'État gabonais. Et ainsi de suite. Et d'aucuns concevront avec moi que ce sont des simples principes. Sinon, en réalité, la souveraineté de l'État américain, à comparer avec la souveraineté de l'État gabonais, mais c'est le jour et la nuit. On voit bien ce qui se passe à l'Ukraine, où la souveraineté de l'État ukrainien est bafouée par les puissances internationales, par l'URSS, qui engage une guerre contre cet État supposé être souverain. Mais nous arrivons en 1964, le Gabon étant souverain. De 1964, nous sommes en 2024. 2024. 2024. 1960, 2024. Ça fait combien de mille des années que nous sommes indépendants? Combien de mille d'années nous sommes indépendants? Et pour quel résultat? Un résultat de la Pyrrhus. 1960. En 1964, il y a un premier coup d'État militaire. Comme les gens n'aiment pas s'imprégner de l'histoire de leur pays, 1964, il y a un premier coup d'État militaire par un certain capitaine, d'après les historiens, appelé Mombo. Ils ont fait débarquer Léomba de son piédestal de président de la République, avec un emprisonnement et une incarcération de plusieurs de ses collaborateurs les plus proches. Malheureusement, cette opération ne va pas prospérer. Pourquoi? À cause des accords militaires. L'accord bilatéral militaire entre la France et le Gabon. La France va venir rétablir le président Léomba contre la volonté des militaires, contre la volonté du peuple souverain. Un autre État va rentrer, va s'immiscer dans la politique intérieure pour, une fois de plus, renverser le régime militaire. Et pourtant, le sacro principe saint de la Déclaration universelle des droits de l'homme parle du principe d'autodétermination.
les droits du peuple à disposer d'eux-mêmes. Et Léomba va revenir au pouvoir. Comme par extraordinarité, comme par enchantement. Dieu seul sait ce que sont devenus ces militaires qui avaient organisé ce coup d'État. Je dis bien Dieu seul sait ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils avaient été amnistiés? Est-ce qu'ils ont été emprisonnés? Dieu seul sait. En 1964, David Berakoma était loin d'être un fœtus. Loin d'être un fœtus. Encore moins, David Berakoma ne pouvait pas faire l'attention de ce jeune pasteur qui donne des grossesses extra in vitro grâce au Saint-Esprit à travers le gonflant. Bref, qu'à cela ne tienne. Qu'est-ce qui était à l'origine de la justification du coup d'État de 1964? Certains historiens disent que le président Léomba voulait incarner un régime présidentialiste rigide. Un régime présidentialiste rigide. Alors qu'à cette époque, les Gabonais voulaient adopter un régime parlementaire ou bien un régime présidentialiste flexible. Malheureusement, Léomba ne voulait pas l'entendre parler. Il s'est retrouvé débarqué. Et de retour au pouvoir, Léomba va faire à peine 3 ans après 1964. Il arrive en 67. Il organise son élection avec le vice-président de la République, qui n'était rien d'autre qu'Omar Bongo Ondimba. Et ils vont remporter l'élection. Le vice-président, Omar Bongo, est élu en même temps que le président. Je ne vous dirai pas pourquoi je le dis, j'insiste dessus. Le vice-président, Omar Bongo Ondimba, avait été élu avec le président Léomba. Un couple. Et Léomba, avec des ennuis de santé, va décéder. Et Omar Bongo, en qualité de vice-président, eh bien, il va poursuivre sa mandature. Il va créer le Parti démocratique gabonais. En 1967. Et Omar Bongo Ondimba, une année après l'élection, en 1968, il impose le parti unique. Le parti unique est imposé par Omar Bongo Ondimba en 1968. Alors que pendant cette période de décolonisation, il y avait déjà une pluralité démocratique au Gabon. Il y avait plusieurs formations politiques, avec plusieurs acteurs politiques étatiques qui se battaient pour la conquête du pouvoir. Mais Omar Bongo Ondimba va mettre un frein. Avec pour justificatif, non, le pluralisme démocratique arrive à porter atteinte à l'unité nationale, à la cohésion, etc., etc. Voilà comment on va annihiler les velléités des véritables principes démocratiques. 1968, on va aller jusqu'en 1990. Avec le vent de l'Ouest, la pétrosoïka de Mikhail Gorbatchev, avec le discours là-bas de Jean-François Mitterrand, qui vont imposer l'aide publique au développement des États africains par la mise en place des principes démocratiques. Voilà comment nous allons rentrer, nous allons quitter le système monolithique, ce système abject sauvage, pour arriver au pluralisme d'opinion en 1990 avec l'organisation des conférences nationales sur l'être souveraine et toute la vague que cela a donné comme résultat. Avec des élections, une élection en 1993, une autre élection en 1996, mais avec l'introduction de notre principe, celui de la décentralisation, pour permettre aux collectivités locales d'avoir une plus grande participation
du pouvoir du peuple souverain. Et vous connaissez bien comment le père Paul Mbabé Solon va se retrouver à l'hôtel de ville grâce au mécanisme de la décentralisation à travers le vote de la proportionnelle. 1/10 pour un conseiller. Et on va arriver à des mairies collégiales avec plusieurs formations politiques ayant des élus locaux qui vont arriver à partager le pouvoir. Voilà le premier objectif poursuivi par la décentralisation. C'est d'arriver à une véritable plus grande prise de participation d'acteurs politiques au sein des collectivités locales. Et là, nous sommes heureux que l'article 1er d'ailleurs de notre loi fondamentale soumise à notre adoption parle d'un État unitaire décentralisé. Mais comme je l'ai dit par ailleurs, les États unitaires sont le plus souvent des États totalitaires, des États excessivement centralisés, où les pouvoirs sont concentrés aux mains d'un individu. Et la Constitution qui est soumise à notre adoption, d'ailleurs, ne nous échappe pas. Mais l'une des spécificités de cette Constitution, c'est qu'elle consacre tout de même le principe de la décentralisation. La décentralisation va nous permettre d'accélérer le processus d'inclusion d'une autre administration locale pour lutter contre les déséquilibres de développement, lutter contre l'exode rural, lutter contre tous les phénomènes inhérents à toutes les difficultés de développement. Rechercher une espèce d'adéquation entre le centre et la périphérie. Et nous sommes heureux qu'il y ait cet article-là qui consacre ce principe de la décentralisation. Mais depuis 1996, lorsqu'on nous a vanté les mérites de la décentralisation, nous sommes en 2024. La décentralisation n'a jamais été effective au Gabon. Pour la simple raison que le centre, jaloux de sa puissance, continue à maintenir les collectivités locales dans un tutorat excessif qui étouffe ces collectivités locales comme une chape de plomb. Mais nous voulons compter sur la bonne foi des nouveaux acteurs politiques étatiques qui ont conçu cette constitution sur l'impérieuse nécessité pour eux d'aller au bout de cette réforme. Et là, je voudrais féliciter l'actuel ministre de l'Intérieur qui est en train de mettre de l'eau dans son moulin pour pouvoir accélérer ce processus de la décentralisation. Nous osons tout simplement croire qu'avec l'adoption le 16 novembre prochain de cette constitution, le phénomène de la décentralisation ne suivra pas le chemin de Damas, mais deviendra une véritable réalité vécue par le plus grand nombre de compatriotes gabonais. Tout à l'heure, je vous ai dit de me taguer mon frère Petit Ovono, un acteur politique dont j'ai beaucoup de respect et de la considération, qui était d'ailleurs au dialogue national inclusif. De taguer Wilfried Okumba Kamitatu, mon très cher frère dont j'ai beaucoup d'estime, de la considération, sinon de la compassion. Et d'ailleurs, j'apprends qu'une plainte serait dirigée contre lui du côté de la France, afin qu'il puisse se répondre d'un certain nombre d'actes d'accusation à l'égard de tierces personnes. Ça, c'est un autre sujet que j'aborderai une prochaine fois. Je vous ai dit également de me taguer Alain-Claude Bébinze, qui sont d'ailleurs des acteurs du non-référendaire, avec mon frère Jean-Rémy Amak, mon frère Libama et plusieurs autres acteurs politiques qui sont en train de faire la campagne du non-référendaire. Je voudrais tout simplement rafraîchir la mémoire du peuple gabonais. Nous sommes arrivés dans la situation actuelle à cause de qui? Les forces de défense et de sécurité ont pris le pouvoir à cause de qui?
Elles ont pris le pouvoir. Pourquoi? Quand et comment? C'est des questions que nous devons nous poser. Pour votre gouvernement, il y avait un dialogue exclusif qui avait été organisé par Alain Claude Bibinti, avec des modifications constitutionnelles qui ont entraîné le bulletin unique, le bulletin jumelé, entre le chef de l'État et les députés. Sans compter la modification du code électoral et autres arguties qui ont entraîné une débâcle électorale d'Ali Bongo Ondimba. Cette débâcle électorale du Parti démocratique gabonais qui a vu tout de même une proclamation des résultats favorables à ce même parti. Et les militaires ne pouvaient plus accepter une telle supercherie électorale. Ont décidé de sécuriser les biens des personnes, y compris le pouvoir, puisque c'était l'une de leurs missions régaliennes, contenues dans la Constitution, à savoir que les forces de défense et de sécurité garantissent les régimes librement consentis par le peuple souverain. Et la souveraineté du peuple n'ayant pas été respectée, les forces de défense et de sécurité ont récupéré le pouvoir. Elles ont appelé l'ensemble des compatriotes gabonais à contribution pour arriver à la restauration de nos institutions. Il y a eu la suspension, bien évidemment, de la Constitution. Ce que tout le monde fait lorsqu'on arrive à violer la Constitution, on la suspend. Et la mise en place d'un certain nombre d'organes. Et jusqu'à présent, je ne sais pas si les gens arrivent à mesurer les efforts qui ont été consentis par le chef de l'État dans la mise en place de nouvelles institutions à travers le choix d'un certain nombre de personnes, non pas tirées au sort, mais choisies selon leur expertise. Et on a mis en place toutes ces institutions. Le gouvernement, l'Assemblée, le Sénat, le Conseil économique et social, les collectivités locales et autres. Et on a appelé tout le monde à contribution pour l'élaboration d'une constitution. Et on a suivi tout le processus avec les 800 amendements. Et on a une monture finale de la constitution qui est soumise à l'adoption du peuple. Mais il y a encore des divisions, des fractures, des flagellations, des partis politiques qui se déchirent, les familles qui s'entretuent pour une simple adoption ou non de la Constitution. C'est incroyable. C'est une attitude incompréhensible. La Constitution a subi toutes les opérations chirurgicales. Je dis bien toutes les opérations chirurgicales. Mais comment, c'est à la fin de la dernière opération chirurgicale qui va permettre de ressusciter le malade? Et les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents. On fait une campagne pour inciter les Gabonais à voter non. D'autres font une campagne pour inciter les Gabonais à ne pas aller aux urnes. Et il y a tout un désordre. Une anarchie, une cacophonie où j'ai bien peur que ce soit l'abstention qui risque d'avoir le dessus. Et ce serait regrettable. Comment justifier un coup de liberté alors que nous risquons d'assister à une très forte abstention? Alors que nous devons aller vers une adoption de cette constitution qui devrait aller dans les 80-90% pour crédibiliser justement notre système politique, économique et social à venir. La Constitution a pris en compte l'ensemble justement des préoccupations majeures des populations. Nous nous sommes battus pour ne pas prospérer, laisser prospérer un certain nombre de déviances sexuelles dans notre pays. Et particulièrement le Woubi. À travers la loi sur la dépénalisation. Aujourd'hui, on a bien consacré la famille comme un véritable socle facteur de développement. Le père et la mère. Donc, l'existence de Woubi va se faire de manière informelle.
de manière légale, on a mis fin à ce débat-là. On a mis la société civile à l'intérieur de la Constitution. On a mis un statut de l'opposition à l'intérieur de la Constitution. Mais malheureusement, on a encore mis les clés sur les expressions démocratiques. L'action syndicale soumise à la validation des ministères concernés. Mais, mes très chers frères, lorsque cette constitution finira d'être validée, parce qu'elle sera validée, demain vous accuserez qui? Lorsque cette constitution soumise à notre adoption aura l'autorité de la chose du sujet, c'est-à-dire le caractère exécutoire, nous accuserons qui demain? Je dis bien, nous accuserons qui demain? Lorsque les gens vont se rendre compte que le détenteur prochain du pouvoir a naturellement plusieurs pouvoirs dont il ne pourra pas les exercer seul et qu'il sera obligé d'exercer ce pouvoir-là avec ses collaborateurs. Puisque un pouvoir trop centralisé, comme le disait Jacquemin l'encyclopédie, naturellement deviendra impotent à cause des rigidités de ce pouvoir, à cause des difficultés d'exercice de ce pouvoir, par le Sanhédrin, par le suzerain, par le prince. Et nous avons vu récemment ce que disait le prince, qui est d'ailleurs venu corroborer ce que David Berakouma avait dit. Le prince qui l'a dit formellement, qui nomme les gens et que ses collaborateurs enlèvent le nom des personnes. Et moi, je suis une première victime et nous sommes nombreux comme ça. Et le suzerain encore allait plus loin en disant que ces mêmes personnes suscitent des articles querellés dans la Constitution pour pouvoir le mettre à mal avec la population. Imaginez un peu le niveau de méchanceté de ces personnes. Ils arrivent à ne pas respecter la volonté du suzerain, du prince. Vous imaginez un peu le pouvoir que toutes ces personnes ont, un pouvoir qui va même au-dessus du pouvoir du prince, dans un système transitionnel où le prince est général des brigades et en même temps en qualité de chef d'État, c'est-à-dire chef suprême des armées. Mais il a des collaborateurs qui ne respectent pas sa volonté, le chef suprême des armées, qui arrive à exercer une insubordination hiérarchique. Ça, ce n'est pas moi, c'est l'aveu du prince. Et c'est pourquoi je vous le dis, chers compatriotes camerounais, si vous ne protégez pas votre héros national, si vous ne protégez pas votre transition, cette transition-là va se terminer en bandoulière. Et nous serons les plus grands perdants. Parce que vous ne retrouverez plus un fils de prolétaire au sommet de l'État. Parce que ce qui vient d'arriver à ces plutocrates pseudo-émergents, à ces mercantilistes épicuriens, ces oligarches sans base électorale, ces aristocrates sans niveau de profitabilité pour le peuple souverain, ces bourgeois avec leurs féministes émergents aux mœurs dépravées ne vous laisseront plus jamais l'occasion d'avoir un fils de prolétaire au pouvoir. Et c'est pourquoi cette constitution taillée sur mesure, si vous la suivez bien, cette constitution est loin d'être à l'image, à la ressemblance au profit du prince. Dès lors qu'on a ouvert la boîte de Pandore aux binationaux, à tous ces détenteurs de capitaux, ces capitalistes sauvages industriels qui n'ont que foutre du prolétariat que nous sommes. Pour eux, le prolétariat est une espèce de marchandise. Nous sommes des faire-valoir pour la protection de leurs immunités,
leur prestige, mais également leur état. Parce que l'état, pratiquement, leur appartient. Et c'est pourquoi ces gens-là inspirent un système de personnification et de personnalisation du pouvoir. Une espèce d'idéification du pouvoir. Et c'est dommage et regrettable, mais nous n'avons pas le choix que de sortir de cette période transitoire pour éviter que nous rentrons dans un autre cycle d'anticonstitutionnalité. Un autre cycle avec plusieurs risques. Donc, appeler à voter non, mais c'est une attitude suicidaire. Je vous le dis. Appeler à voter non, c'est une attitude suicidaire. Appeler à voter oui, c'est une attitude peu raisonnable. Peu raisonnable. Parce que nous connaissons le contenu de cette constitution. Nous connaissons où les gens veulent nous amener. Mais comme nous n'avons pas le choix, mais Jésus est allé à l'abattoir avec honneur, avec respect, avec dignité. Parce que Christ est ressuscité à la croix de Golgotha. Il savait très bien ce qui allait arriver. Et il savait très bien comment il allait reconstruire le temple. Et il pouvait le dire fièrement. L'agneau immolé, que vous détruirez le temple, mais le troisième jour, je le reconstruirai. Ils ont pris Jésus pour un malade. Comme David Berakoma, le névrosé psychotique. Les soumis vindicatifs et revanchards. Et j'apprends d'ailleurs qu'il y a des personnes qui sont à ma recherche pour me kidnapper. Pour me kidnapper. Me kidnapper pour je ne sais quelle raison. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que ces gens-là cherchent à me kidnapper? J'ai porté atteinte à l'honneur, à la dignité de qui? J'ai menacé quel système étatique pour qu'on cherche à me kidnapper? Mais vous savez les amis, vous voyez seulement les tombes. Mais vous ne connaissez pas ceux qui sont dans les tombeaux. Vous pouvez faire les calculs que vous faites. Mais l'Éternel des armées, le Dieu du Gabon, c'est lui le souverain. C'est lui le souverain des souverains. Et le temps est un facteur incontournable. Le temps, c'est le plus grand ennemi des acteurs politiques étatiques. Le temps. Le temps. Lorsque je disais à mon frère Hussein, quitte le pays, mon frère. Lorsque je disais à mon petit frère Noudine, faites attention. Le peu que vous avez pris là, c'est bon, partez. Laissez les miettes là aux Gabonais. Eux-mêmes, ils vont se débrouiller de manger la dernière pitance là. Personne ne m'a cru. On a voulu m'emprisonner. Ceux qui ont voulu m'emprisonner, eux-mêmes se sont retrouvés en prison. Toutes les fois où ces gens-là ont voulu m'emprisonner, eux-mêmes ils se sont retrouvés prisonniers. C'est un conseil gratuit que je vous donne. Ne courez pas le risque contre David Berakoma. Je suis un être d'une nuisibilité que vous n'imaginez pas. Pendant que vous faites les calculs pour m'enlever, pour me torturer, pour me faire du mal, le maître de l'univers, Nzambe Kana, le Dieu créateur de toutes choses, lui-même il a un bic en pointe de diamant, en saphir, en topaz. Lui également, il a des plans pour vous et vos différents membres de famille. Lorsque Pharaon, le Dieu soleil, avait décidé de tuer le premier fils né de Moïse, ne sachant pas que Moïse était sous la couverture divine. Moïse a dit, oh Pharaon, il ne fallait pas. Il ne fallait pas prendre une telle décision. Parce que tu viens de te tirer une balle dans le pied. L'Éternel des armées, le Dieu protecteur de Moïse, le Dieu protecteur des veuves et des orphelins, le Dieu des opprimés, des malheureux et des mendiants, comme David Berakoma, mendiant de la République.
cette expression que m'avait consacrée Éric Otete à l'époque où lui il menait ses batailles contre le Parti démocratique mendiant de la République. L'Éternel des armées a fait tuer non seulement le fils de Pharaon, mais il allait même au-delà, en tuant tous les premiers fils nés de l'Égypte, alors que les familles, les fils de ces premiers-nés-là, n'avaient rien fait à Moïse. Certains parmi ces fils premiers-nés de Moïse avaient même protégé Moïse, les membres de sa famille. Moïse avait même bénéficié de l'attention, de la protection de certains membres de ses premiers fils nés de l'Égypte. Malheureusement, lorsque le décret divin tombe, mon frère, il n'y a personne qui peut le supprimer. Dans le ciel là-bas, il y a les tribunaux, si vous ne savez pas. Au ciel là-bas, il y a les cours. Au ciel là-bas, il y a les magistrats. Au ciel là-bas, il y a les avocats. C'est pourquoi la Bible dit, plaide ta cause, produis toi-même tes moyens de défense. Plaide ta cause, produis toi-même tes moyens de défense. Car si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. L'arc de puissant sera brisé. L'arc de puissant sera brisé. Les faibles ont la force pour s'entuer. Les faibles ont la force pour s'entuer. La force est à l'Éternel des armées. La force est à l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui institue les princes, qui institue les autorités. C'est lui qui établit les rois et c'est lui qui les renverse sans aucune intervention humaine. Avec l'Éternel des armées, il n'y a pas de corruption. Il y a les cours là-bas. Les tribunaux célestes de première instance. Les cours d'appel célestes de seconde instance. Les cours de cassation célestes. Il y a les juridictions d'exception au ciel. Donc vous qui pensez que au petit bonheur, la chance, vous allez me capturer dans la rue pour aller m'assassiner, pour aller m'intimider ou quoi machin, c'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Mais je pense pour votre gouvernement que vous avez d'autres préoccupations majeures. Mes amis, moi je n'ai rien à perdre, je n'ai rien gagné, je n'ai rien à perdre. Toi qui as gagné quelque chose, il vaut mieux protéger ta famille et protéger ton emploi. Puisque le mien, tu veux me le faire voler. Tu veux supprimer mon emploi. Il n'y a pas de problème. Tu es puissant, tu es fort, c'est bien. Mais je te dis pour ta gouverne, il y a un Dieu réparateur de tort. Il y a un avocat suprême au ciel qui se souvient des veuves, qui se souvient des orphelins et qui entend les cris, les pleurs de ses enfants. Mes enfants sont assis à la maison. Ils ne vont pas à l'école. Parce que vous avez décidé de bloquer mon salaire, de bloquer mes revenus, de me flageller. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Vous savez, dans une biotope politique, dans un écosystème animalier, une proie peut devenir prédateur. Et un prédateur peut devenir une proie. Une proie peut devenir un prédateur et un prédateur peut devenir une proie. À travers ce qu'on appelle les embuscades. L'embuscade. J'ai vu un lion au bord d'une rivière, d'un fleuve, en train de laper de l'eau pour étancher sa soif. J'ai vu ce lion-là être emporté. Le lion, le roi de la forêt. Je l'ai vu être emporté par un caïman, un crocodile, qu'il entraînait dans les eaux boueuses. Et ce lion-là est devenu la chair à manger pour sa famille sous les eaux. J'ai vu des pitons, des boas être mangés par des fourmis maniants. J'ai vu des barracudas être dévorés par des piranhas, des espèces de petits poissons tellement organisés, structurés, au point où ils se sont multipliés à dépasser même la taille du barracuda et le manger
en très peu de temps, en une fraction d'heure. Les Gabonais n'ont pas besoin de tout ce que vous êtes en train de faire là. Comme vadrouille électorale, comme vadrouille politique, tout ce qu'on fait là, c'est ridicule, c'est rigolo. C'est vraiment navrant, tout ce qu'on est en train de faire. Cette campagne est hontée du oui et du non. C'est triste, c'est misérable. Regardez nos différentes villes et villages. Vous ne voyez pas comment la nature est en train de s'exprimer. Des coupures de pont par-ci, des éboulements par-là. Où est-ce que les gens vont aller acheminer le matériel de campagne? Comment ces gens-là vont arriver à voter le jour du scrutin, le 16 novembre? Faites attention au Dieu du Gabon, les amis. C'est un conseil gratuit que je suis venu vous donner. Faites attention au Dieu du Gabon. Faites attention au Dieu du Gabon. Le Dieu du Gabon est un Dieu mystérieux. Un Dieu mystérieux. Le Dieu du Gabon est un Dieu réparateur de tort. Le Dieu du Gabon. Le Dieu du Gabon est un juste juge, un juste avocat, un juste magistrat. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Lorsque tu fais du peuple ta priorité, le peuple fait de toi sa priorité. Lorsque tu fais du peuple ta priorité, le peuple fait de toi sa priorité. Et pourtant, c'est très élémentaire, la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, le débat est où? C'est le peuple qui ne peut plus exercer toute la prérogative de sa puissance, qui confie ce pouvoir-là à ses représentants que vous êtes. Le peuple choisit ses dirigeants, le pouvoir exécutif, pour exprimer la volonté du peuple. Mais comment celui qui doit exprimer la volonté du peuple va encore aller à l'encontre de la volonté du peuple? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les pouvoirs représentatifs, lorsqu'ils échouent, c'est parce que quand les gens arrivent au sommet du pouvoir, ils n'expriment plus la volonté du peuple. Ils veulent maintenant exprimer leur propre volonté. Ils ne prennent plus de lois pour satisfaire les intérêts du peuple. Ils prennent maintenant des lois pour contraindre le peuple à la soumission, à la reddition, à la mendicité. Et à la fin, le peuple te rejette. Et dès que le peuple t'a rejeté, mon ami, le Seigneur t'expose à tes adversaires. Et là, c'est clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac. C'est maintenant la loi de la cloche. L'ascendance, la loi de la cloche. La minuterie. La minuterie. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Et toi, lorsque tu es dans l'ivresse du pouvoir, parce que le pouvoir rend ivresse. Lorsque tu es dans l'ivresse du pouvoir, la voluptuosité du pouvoir, la majestuosité du pouvoir, mon frère, tu ne regardes plus là où tu as démarré. C'est pourquoi moi je ris quand je vois beaucoup de mes frères de combat qui sont aujourd'hui au sommet de la pyramide. Ils ont oublié la bataille que nous avons menée ensemble. Et comme David Blakoma, dans tous les systèmes politiques, il est toujours le premier marginalisé, le premier discriminé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux rien faire. Si tel est mon sort, mon destin, bien, je l'assume. Je vous ai pris l'exemple de Sonko. Comment Sonko a été traqué par le pouvoir en place au Sénégal, emprisonné, accusé à tort ou à raison de viol, de ceci, de cela, machin. Interdit de participer à l'élection présidentielle. Interdit de pouvoir circuler librement avec ses partisans et ses militants. Sonko. Là, je vous parle, il est Premier ministre au Sénégal. Sonko est Premier ministre au Sénégal. Lorsque je disais à la ministre de la fonction publique que la radiation de Jean-Rémy Yama des effectifs de la fonction publique a été faite de manière anti-statutaire et anticonstitutionnelle, et qu'un jour, vous payerez très cher cette forfaiture.
Mais ma soeur Madeleine Ber, elle est où aujourd'hui? Elle est où aujourd'hui? Mais Jean-Rémy Yama, même en étant en prison, il est devenu sénateur. Élu, pas nommé. Il est devenu sénateur. Il est devenu député. La population l'avait élu député. Jean-Rémy Yama. Il est quitté de la prison pour être député. S'il n'y avait pas eu le coup d'État. Et grâce à la volonté de Brice Koto Oligingema, Jean-Rémy Yama est quand même sénateur de la transition. Et même en étant sénateur de la transition, Jean-Rémy Yama a appelé les populations de voter non. Et il a justifié pourquoi il demande aux populations de voter non. C'est le même cas pour mon frère Yama. Non, pas comment j'ai dit Yama. Mon frère enseignant, Libama. Libama a fait plusieurs fois les cellules jusqu'à la prison. Pour la simple raison qu'il défendait les droits humains. Aujourd'hui, il est député, nommé par le prince. Mais Libama, avec sa tête bien disposée, avec le courage, la bravoure, la détermination qui le caractérise, il a dit de voter non. Mais non justifié. Il a donné les raisons pour lesquelles il appelle les populations à voter non. Vous devez justifier votre position. Les autres justifient leur position. Mon frère Malekou a justifié sa position du vote du non-référendaire. Il a dit qu'il n'y a pas eu de révision d'accord militaire entre la France et le Gabon. Et il estime d'ailleurs que le Gabon est toujours sous occupation de la France. Et que c'est d'ailleurs la France qui dicte tout ce qui s'est fait au Gabon. On a d'ailleurs vu même l'ambassadeur de France aller voir les représentants d'un parti politique. Les partis politiques. Un seul parti politique. Alors qu'il y a une pluralité des partis politiques. Il n'est pas allé voir des autres, il est allé voir une seule formation politique. Dieu seul sait quel était l'objet de cette visite et à quelle conclusion cette visite s'est achevée. Bref, très chers compatriotes gabonais, ne vous battez pas inutilement. Que le oui l'emporte ou que le non l'emporte, ça ne changera rien à l'existence de nombreuses personnes comme nous. Ça ne changera rien. Nous connaissons comment les gens sont habitués à violer la loi. Moi, j'ai bien vu un article de la Constitution qui stipule que tous les traitements inhumains ou dégradants sont strictement interdits. Et d'ailleurs, jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu, au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est considéré comme innocent. Mais les gens veulent me kidnapper. Ils font les plans pour me kidnapper. C'est ridicule. Comme si ces gens-là vraiment vont vivre l'immortalité. Des gens mortels, faits à l'image de Christ. Nous tous, nous allons mourir. Mais il y a des gens qui trouvent du plaisir à assassiner d'autres personnes. Ils trouvent du plaisir à tuer, à verser le sang humain. Et ils en sont fiers. Ils prennent même de l'argent pour cela, assassiner quelqu'un. Ils prennent de l'argent, ils prennent du plaisir à aller les tuer, mon frère. Mais tu as une très bonne conscience. Si tu arrives à dormir en ayant versé le sang de quelqu'un, mais c'est que les parents de ces personnes-là ne sont pas des croyants. Parce que si le sang d'Abel criait vengeance, au point d'emmerder Caïn, et vous pensez que c'est mon sang, moi David Berakouma, moi mon sang, vous allez verser comme ça, et vous en tirez à bon compte, c'est impossible. Impossible. Même me prendre les minutes, me mettre comme ça, gratuitement alors que je n'ai rien fait, mon frère. Tu vas vivre ce qu'on appelle la magie. Parce que je vais broyer les entrailles de ton épouse. Je vais les broyer. Je vais broyer la destinée de ton premier fils-né. Je vais la broyer. Et je vais broyer ton emploi.
je vais te laisser avec une maladie incurable qui va défier la science. Parce que tu auras tenté de m'incarcérer à tort alors que je ne t'ai rien fait. Si tu arrives à m'incarcérer à raison, il n'y a aucun problème. Je chanterai mes cantiques et mes louanges en prison, le temps d'arriver à un jugement. C'est comme ceux-là qui ont bloqué mon bon de caisse là. En fait, ils voient ça comme la rigolade, quoi. Mais il n'y a pas de problème, mon ami. Continue à rigoler avec ta vie. Continue à rigoler avec ta vie. Parce que tu ne connais pas comment le ciel bouillonne en ce moment-là. Mes enfants, depuis le matin, ils n'ont pas le pain, ils n'ont pas le café, ils n'ont rien. Et toi, tu es chez toi. Parce que tu es directeur des ressources humaines. Dans une période de la transition de Brice Kotori, tu es devenue tellement puissante au ministère des Affaires étrangères. Tu es devenue tellement puissante, plus puissante même que le ministre des Affaires étrangères, plus puissante même que le premier ministre du gouvernement, plus puissante même que le CNT, Conseil national de la transition, plus puissante même que le CTRI, plus puissante même que le vice-président, plus puissante même que le chef de l'État, plus puissante même que les épouses du chef de l'État. Oh, quel grand pouvoir tu es détentrice, ma soeur. Vraiment, quel grand pouvoir tu es détentrice. Ton pouvoir dépasse même celui de l'expression du suffrage universel. Ton pouvoir dépasse celui de l'expression du suffrage universel. Ton pouvoir dépasse celui du 16 novembre prochain. Ton pouvoir dépasse celui du 16 novembre prochain. Ton pouvoir dépasse les pseudo 2000 fonctionnaires fantômes dont les bons de caisse sont encore là-bas. Alors que le Premier ministre parlait de 13 000 fonctionnaires fantômes. Alors que les 13 000 personnes, certainement, ont toujours existé. Sans compter les gens qu'ils ont recrutés à tort pendant la période de gel de la fonction publique. Ceux-là sont des véritables faux fonctionnaires parce qu'ils n'ont pas obéi à des mécanismes, à des règles préalables de recrutement. Le principe de l'égale admissibilité de tous. Le principe de l'égalité de traitement de tous. Voilà leur propre principe de droit à la fonction publique. Violé. Parce qu'on veut régler les comptes à David Berakouma. Et c'est eux qui parlent de la loi, du respect de l'état de droit. C'est eux qui parlent du droit objectif. Même lorsque le président leur a dit donner ces gens-là leur bon de caisse. Jamais, ils ne donnent pas, c'est confisqué toujours. Même le chef de l'État, ils n'arrivent pas à l'obéir. Ils n'arrivent pas à obéir au chef de l'État. Ils s'en fichent. Le chef de l'État a dit de payer les rappels sur sol. C'est la même chose. Vous verrez des mécontents comme ça. Des milliers de mécontents. Donc le chef de l'État met une mesure salvatrice pour aider ses compatriotes. Un autre vient mettre une contre-mesure pour fâcher les mêmes compatriotes. Comment voulez-vous qu'une personne qui a été recrutée arrive à faire 10 ans, 11 ans sans être titularisée? Alors que le même canot du droit à la fonction publique parle d'une titularisation presque de fait, puisque ça a pris 2 ans. Mais quelqu'un a fait 11 ans, il n'est pas titularisé. Sa situation administrative n'est pas régularisée depuis plus de 10 ans, 11 ans. Et on doit lui payer le rappel sur sol. On paye son rappel sur sol comment? Et ceux-là, les gestionnaires des ressources humaines, grâce à leur incompétence notoire, n'ont pas suivi la carrière administrative de ces gens-là. Et aujourd'hui, ces gens-là deviennent les victimes de leur cupidité, de leur incapacité notoire, de leur médiocrité, de leur fausse expertise et professionnalisme. C'est impensable. Et ces agents publics deviennent les responsables de la turpitude de l'État. L'État avec sa plénitude de pouvoir. L'État avec la compétence de sa compétence. C'est David Berakouma qui est fonctionnaire fantôme. C'est David Berakouma qui fait que l'État a été incapable de m'acheter une chaise pour m'asseoir, alors que l'État a un patrimoine, un pseudo-patrimoine soit dit. C'est David Berakouma qui fait que l'État n'arrive pas à me mettre dans un bureau. C'est David Berakouma, fonctionnaire fantôme, qui en est responsable. C'est David Berakouma qui est responsable du fait qu'il arrive à errer à l'intérieur d'un ministère. Parce qu'il n'y a même pas une tonnelle, une cour
un magasin pour que je puisse poser mon postérieur et attendre des instructions qui ne viendront jamais. Zéro. C'est David Benakuma qui est à l'origine de sa non-réaffectation au sein des services qui pourra l'utiliser selon son expertise et ses compétences. Même aller distribuer le courrier. Dès lors que même au niveau du courrier, eux au moins ils ont un petit pool où tu peux venir poser ton derrière, mais dans ma direction, il n'y a rien. Et c'est moi qui suis responsable. Et pour couronner le tout, on nomme encore mon directeur, consul général du Gabon à Paris. Donc là, il va voyager. On refuse toujours de me donner ma présence au poste. C'est très bien pour vous, les amis. Vous êtes puissants. Vous êtes très forts. Mais j'espère qu'un jour, vous allez continuer à être aussi fort que l'exercice du pouvoir en ce moment-là. Parce que la nature nous joue des tours. Vous savez, moi j'avais dit à Yann Ngoulou, lorsque Yann Ngoulou a jeté Léandre Dieu en prison, alors que le maire Dieu Léandre venait de me recevoir dans ses bâtiments privés, venait de fumer le calumet de la paix avec David Benakuma. Et il m'a dit, David Benakuma, je te nomme séance tenante, conseiller du maire de Libreville. Tu auras 1 800 000 francs par mois pour mettre fin à notre bataille. Parce que je sais que je peux compter sur toi de la même manière que tu peux compter sur moi. J'ai dit effectivement, monsieur le maire. Le maire Zéléandre a appelé son collaborateur, Elico Presto. Il a dit, donne David Benakuma un bureau. Va chercher les bureaux là. Et il y a combien de bureaux là-bas? Il a dit, patron, il y a encore 4 bureaux vides. Il dit, vous partez, vous donnez David Benakuma un bureau. Et vous équipez ce bureau-là. Vous payez les ordinateurs, vous payez tout ce qu'il va vous demander. David Benakuma, j'ai dit, oui, monsieur le maire. Qu'est-ce qu'il te faut pour ton travail de communication? J'ai dit, il me faut les ordinateurs. Il me faut les caméras. Il me faut les caméscopes. Il me faut le matériel. J'ai tout énuméré. Séance tenante, le maire m'a fait un chèque de 4 millions pour tout payer. Le maire Zéléandre. Un maire que j'avais calomnié à raison, non pas à tort, à raison. Mais il ne s'est pas arc-bouté sur sa position. Quand bien même j'avais fait l'objet d'une arrestation. Et après on m'a libéré. Mais le maire Zéléandre est revenu à des meilleurs sentiments. Il m'a fait nommer. Il m'a remis 500 000 francs de taxi séance tenante. Et le maire Zéléandre me dit, je sais que tu travailles avec une équipe appelée le groupe de leaders, où tu as pu fédérer plus de 120 personnes. Je souhaiterais également que tu puisses, à travers ton groupe de leaders, m'accompagner. Mais je te prends 4 personnes. J'ai dit merci, monsieur le maire. J'ai donné Fabrice Foulemba, un professeur émérite, brillant, intelligent. Je viens de suivre sa communication qu'il a fait en qualité de modérateur avec un de mes enseignants entrant en commun en droit constitutionnel, l'ancien gouverneur, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le professeur Angomoyon. Allez-y demander aux gens de l'EPCA. Quelle est la moyenne que j'ai obtenue avec le professeur Angomoyon? 2 devoirs, 2,12 sur 20. Mais allez-y demander combien les autres avaient. Certains qui avaient les masters en droit, d'autres qui avaient, mais allez-y demander la rigueur intellectuelle de ce type-là. Si avoir 12 de moyenne annuelle avec Angomoyon était à la portée de tout le monde, les membres de la 29e promotion de l'école de préparation au carrière administrative vous le diront en tronc commun. Si avoir 12 de moyenne annuelle avec Angomoyon, 2 devoirs, 2,12, c'était facile de l'obtenir. J'ai mis le nom de mon frère Mapaga. Mapaga. Mon frère Mapaga. Un informaticien. Intellectuel également. Ingénieur informatique. J'ai mis son nom. J'ai mis le nom de Patricia Ndong.
une autre fille, leader d'opinion, du côté de Cocotier, qui est victime de toutes les flagellations comme David Brakoma. Cette jeune compatriote, je ne sais pas quel est ce destin funeste qui la poursuit. Toutes les fois où elle a tenté de s'en sortir, il y a toujours des ombrages qui l'empêchent de pouvoir évoluer. Après avoir perdu sa fille, Dieu seul sait comment elle vit son existence aujourd'hui. Sans emploi. Alors que tous ceux pour lesquels elle a porté d'y réfléchir sont au sommet du pouvoir, au sommet des sommets, à l'Himalaya. Mais ces gens-là n'ont jamais rendu l'ascenseur à cette jeune compatriote. Patricia Ndo, elle est du côté de Cocotier. J'ai mis son nom comme chargé d'études. Le maire a signé le document. J'ai mis le nom de mon petit frère, Dylan Ping. Et d'ailleurs, il était là lorsque le maire m'a reçu également. J'ai mis le nom de Dylan Ping. Je n'ai pas mis le nom d'un seul membre de ma famille. Quand bien même certains membres de ma famille avaient le profil qualificatif, puisque ce sont des emplois, à la limite des emplois politiques. 4 personnes. Aucun membre de ma famille. Et le maire général de me dit de commencer le travail jeudi. Mercredi ou mardi, le maire général était déjà convoqué au B2. Le mercredi, j'apprends que le maire a fait l'objet d'une arrestation. Le jeudi, j'arrive pour aller à mon bureau, pour aller